Bonjour, aujourd'hui une dernière série de commentaires au sujet du prologue d'Electre. Ce prologue marqué par le sang qui coule d'une génération à l'autre, et ça commence au vers 5 avec cette mention de la jeune Io qui a commis la faute avec Zeus, qui est poursuivie par Héra qui suite à sa libération, a envoyé à sa poursuite un temps qui ne cesse de la tarauder, et ce temps qui l'a poursuivi jusqu'en Argolide, donc le territoire de Mycène, puis à travers toute l'Europe, l'Asie, l'Égypte. Elle aura longé cette mer qui deviendra la mer Ionienne, par rapport à son nom. Elle franchira le passage de la Vache, le Bosphore, Bosporos. Alors quel est le rapport entre l'Argolide et Io? Eh bien, Danaos, son arrière-petit-fils, a conduit, dans l'histoire du mythe des Danaïdes, a conduit au rivage de l'Argolide ses 50 filles. Ces 50 filles sont les Danaïdes, et elles sont connues pour avoir tué leurs 50 cousins qui souhaitaient les épouser de force. Alors, à l'exception d'Hypermnestre, qui a épargné son jeune époux, et donc les 50 fils, les 49 fils d'Égyptos, frère de Danaos, furent tués par ces Danaïdes, et 49 épouses. Le rapport ne relève pas que de la géographie, étant donné que l'intrigue est identique, l'intrigue a un point commun. Les Danaïdes sont armés d'une dague qui rappelle la hache meurtrière avec laquelle Clytemnestre, femme d'Agamemnon, a tué celui-ci en compagnie de son amant Égiste, et cette hache, nous l'avons rencontrée peu après le prologue, au vers 99, c'est la Pelekei Phonio, la hache meurtrière. Donc les vers 5 à 9 font référence à ce sacrifice, donc qui est un meurtre approuvé par les dieux, un sacrifice donc tout d'abord par le dieu Apollon lycien, Lukeios, vers 7. C'est le dieu chasseur, archaïquement représenté comme un chasseur, un archer chasseur, auquel les Grecs sacrifiaient des loups. Les vers 9 et 10 ajoutent, nous en avons quelque peu parlé la dernière fois, ajoutent à la liste sanglante qui finalement construit l'identité du lieu, de Mycène, et les Pélopides sont bien les plus sanglants et les dignes descendants de Io et de Danaos, des Danaïdes. Pélops, c'est le fils ressuscité de Tantale par les dieux, ressuscité par les dieux. Il passe pour avoir chassé du Péloponnèse les descendants d'Héraclès, lui-même descendant d'Io. Et les Pélopides sont à la fois liés à Atrée et Thyeste, qui sont donc les fils de Pélops et pères d'Agamemnon et d'Égiste. Donc les lieux s'inscrivent dans ce prologue dans un cadre sanglant où finalement la dynastie régnante ne parvient à s'extraire de cette tendance à faire couler le sang familial. Alors le vers 12 ensuite, nous n'en avons guère parlé, mais c'est le vers qui nous présente, et sous un jour tout à fait mélioratif, Electre. Elle est présentée par les simples termes Casignetes ses, ta propre sœur, et Electre, dans cette première apparition textuelle, est présentée comme une jeune femme intelligente, courageuse. Elle a l'idée salvatrice de confier le jeune Oreste aux soins du pédagogue. Cette allusion à une sœur protectrice prépare le spectateur à l'idée d'un transfert de rôle qui tend à légitimer le meurtre. La mère effective qui protège son fils et qui permet la croissance de celui-ci n'est plus qu'Clytemnestre, la mère naturelle, mais Electre. Il y a comme une inversion des rôles, et cela tend peut-être à comprendre que Sophocle tend à légitimer, à justifier le meurtre. Le motif de la violence surgit au vers 32 de nouveau, puisque le vers 32 mentionne dans le groupe nominal Toputicon, l'oracle pythien mentionne par l'étymologie le nom du serpent Python, un serpent à 100 têtes qu'Apollon enfant a terrassé. Pythicon dans les textes littéraires désigne à la fois Python, mais aussi Apollon, l'oracle de Delphes, la région de Delphes. Ici, c'est bien l'oracle qui est mentionné, auquel on fait allusion, mais
bien sûr cela résonne aux oreilles d'un grec comme une nouvelle monstruosité. Apollon est le gardien de la juste violence, c'est le dieu bienfaiteur des oracles et des purifications, celui qui soutient tout individu désireux de laver la souillure d'un crime familial, ou de se laver lui-même s'il s'est souillé du sang de sa propre famille. D'emblée, l'exposition du prologue nous apprend qu'il y a 3 meurtres à laver. Celui du sacrifice d'Iphigénie, qui a permis le départ de la flotte grecque, il est mentionné, nous le verrons, on y fait référence dans la pièce un peu plus tard, mais également celui d'Agamemnon, bien entendu, de retour de guerre, il a été assassiné par Régiste et par Clytemnestre, et le double meurtre que s'apprête à commettre Oreste, accompagné, guidé, encouragé par Électre et le pédagogue. Les vers 23 à 28 présentent un autre personnage de manière extrêmement élogieuse, c'est le pédagogue, et il jouit d'une certaine reconnaissance de la part d'Oreste. C'est une apostrophe élogieuse dans laquelle nous lisons le portrait d'un être volontaire, courageux, loyal, et qui est comparé à un cheval bien né, toujours prêt, même s'il est vieux, hein, Hippos Eugenes Can Egeron, il est âgé, il est peut-être moins puissant qu'auparavant, mais il est toujours partant, et c'est un solide appui des entreprises d'Oreste. Le plan d'Oreste, du reste, aura pris le pas sur ses obligations rituelles. Hein. Si nous voyons les paroles du pédagogue, au vers 72, au vers 72 se termine le plan, l'exposition du plan d'action par Oreste, et au vers 72, le pédagogue est congédié. Et ces dernières paroles, nous en parlerons tout à l'heure, sont pour Oreste l'occasion de prendre conscience qu'il n'est pas loin d'oublier les libations rituelles qu'il faut répandre sur la tombe de son père. Et le pédagogue prend soin, au vers 81-83, de les lui rappeler, avec l'expression « Keontes lutra », en versant les libations. Mais dès le vers 75 se pose la question d'un troisième personnage. La question est posée par cet ordre très laconique, Nodeximène, nous deux nous sortons, et Pylade apparaît de manière pour le moins discrète pour annoncer qu'a lieu la séparation entre Oreste et son ami Pylade d'un côté, qui vont sortir, et le pédagogue qui reste seul. Mais cette séparation est différée en raison des plaintes perçues venant de l'intérieur du palais, et vous avez constaté comme moi lors de la traduction que le pédagogue reprend la parole, là au vers 78-79, mon fils, je pense avoir perçu la voix de quelques servantes qui émet des plaintes derrière la porte, donc il est alerté comme Oreste par les bruits, et Oreste pense avoir reconnu Électre, et le pédagogue prend une dernière fois la parole, au vers 82-85 pour lui rappeler les obligations rituelles et l'importance de les respecter pour espérer remporter la victoire. Alors il y a quand même une difficulté parce que si les personnages se séparent, on a du mal à comprendre comment le pédagogue reste pour s'exprimer ainsi à 2 reprises. Alors cette difficulté a été expliquée par certains commentateurs par une éventuelle confusion au moment de la copie du texte, la transmission du texte. Ce serait en fait Pylade qui prendrait la parole ici et là dans ces 2 répliques. Il s'agirait peut-être de Pylade qui s'adresserait à Oreste au vers 78, 79 et 82, 85. En effet, ces commentateurs se sont demandé comment il est possible de concilier le fait que le pédagogue et Oreste se séparent. D'ailleurs, Oreste congédie le pédagogue en lui donnant un ordre précis. Au vers 73, Soi dede geron to son melestobantif ou resai creos. Il s'agit pour lui de partir et de veiller à accomplir le devoir qui est le sien. Donc, il lui demande vraiment de quitter les lieux, eux-mêmes se déplacent, il y a séparation. Et que donc concilier ce fait
que le pédagogue et Horace doivent se séparer et que les deux personnages donc se rendent ensuite tous les deux au tombeau d'Agamemnon. Comment concilier ce fait? Alors voilà, c'est une piste. S'agit-il d'une erreur dans la transmission de la copie du texte, et ce qui ferait comprendre et ce qui nous permettrait de rappeler que en effet Sophocle est l'inventeur du troisième acteur. Il a innové en modifiant la construction des tragédies grecques en ajoutant un troisième acteur et ce troisième rôle, il faut quand même constater que même s'il s'agissait de Pylade, il s'agit d'un rôle pour le moins discret et timide. Je terminerai ces considérations en évoquant les dernières paroles d'Oreste du prologue, qui par cette question, Arestine et Dusténos Electra, serait-ce la malheureuse, Électre? Eh bien, il faut bien constater que ces vers sont particulièrement émouvants pour un spectateur grec. Oreste a reconnu immédiatement la voix de sa sœur. Il en a été séparé depuis un certain temps, et d'emblée, il reconnaît immédiatement cette voix, la voix de sa sœur, donc que cette interrogation présente comme bouleversante, hein. Arestine et Dusténos Electra. L'entrée de la malheureuse Électre est donc anticipée et prendra la forme du trène, ce chant traditionnel des anciens Grecs, un chant traditionnel de lamentation funèbre et que nous sommes en train de traduire. Pour conclure, l'émotion va donc succéder à cette froideur, à cette volonté inflexible d'Oreste qui s'appuie dans un premier temps, des vers 37 à 64, sur la nécessité de procéder à ce meurtre juste, endicus sphagas, même s'il s'agit de passer par le mensonge, de procéder à des dissimulations, hein. Rappelons-nous les vers 62-63, Edegareidon Paulakis Kaitus Sophus Logo Maten Nescontas, j'ai eu souvent connaissance d'hommes, même des sages, morts en discours, morts par le discours, morts, et cette mort fait référence à la ruse de Pythagore, le philosophe mathématicien auquel fait allusion Sophocle, un Pythagore rusé qui a tenté, dit la légende, de faire croire à sa mort pour accréditer la croyance en la métempsychose, la réincarnation des âmes. Alors, vous voyez, pour conclure, je dirais que ce prologue a un intérêt par son dynamisme, bien sûr, sur lequel nous avons insisté la dernière fois, le caractère pittoresque également de la présentation des lieux, le cadre des lieux, la relation entre les personnages, la forte amitié Oreste-Pylade, la confiance aveugle en le personnage du pédagogue, le lien fraternel extrêmement fort entre Oreste et Électre, mais également il a sur le plan émotionnel cette vertu de nous faire passer en quelques instants d'un état de terreur devant le discours extrêmement déterminé d'Oreste, et cette aptitude à s'émouvoir au son de la voix d'Électre. Donc un prologue qui nous mène vers une dimension émotionnelle, qui guide en annonçant le train d'Électre le public grec vers la scène qui l'attend fébrilement, celle de la reconnaissance entre frères et sœurs, et nous pouvons donc dire que le train jouera un rôle de transition entre l'exposé des faits et la pleine émotion de cette scène de reconnaissance.